Philippe Noni, Diego Arrabal, un jour, un livre, un auteur. On va parler. Qu'est-ce qu'on passe? C'est politique ou pas, monsieur Ah Noni? oui, 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 tout à On va fait, parler de politique. Philippe Supercas. Bonjour, bonjour Diego Arrabal. Bonjour les deux Philippe. Bonjour Frédéric Dosquet. Bonjour à vous deux. Bonjour Frédéric. Cette Bonjour. semaine, écoutez Philippe Supercas, par rapport à votre question, on prend notre billet pour aller investiguer le champ politique. Notre invité est docteur en sciences de gestion, diplômé de l'École supérieure de commerce de Pau, professeur de marketing à Éclore Business School, anciennement École supérieure de commerce de Pau. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages spécialisés en marketing, consultant auprès de LCI, de plusieurs médias écrits, et il est également coach de personnalité politique, mais on ne va pas dire auprès de qui. Frédéric Dosquet, merci d'avoir accepté notre invitation sur les Merci à ondes de vous. présence. Merci à vous. Sachant que vous êtes un habitué de ce plateau, nous vous avons déjà invité pour avoir votre analyse des événements politiques qui se déroulent dans notre pays. Alors dites-nous, cette séquence politique que nous avons vécue depuis la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, c'est quoi? C'est au choix à la case de la décennie ou c'est la suite logique du résultat des élections législatives? Quelle est votre analyse Alors sur cette ça aurait situation? pu être le chaos, hein, on s'en souvient tous, il y a à peu près un peu moins d'un an. Maintenant, on était vraiment dans vraiment le doute constitutionnel même, hein, puisque certains mettaient en avant le fait qu'on devait passer vraiment à la sixième République, hein, et oublier la cinquième. Moi, je trouve que quand même avec la nomination de François Bayrou, je ne le dis pas parce que effectivement, vous avez rappelé mes liens palois, mais je pense que vraiment il a amené une stabilité. Alors une stabilité due à son personnage, puis je dirais à son courant je dirais, politique, la démocratie chrétienne. Et également au fait que on assiste à une sorte de paralysie, si vous voulez, de l'ensemble de ces protagonistes adversaires qui se seraient bien vus pardon, à Matignon. Et je pense que ces forces contraires se stabilisant, se paralysant mutuellement, permet d'offrir non seulement à Matignon, mais également surtout à l'Élysée, parce que c'est quand même une opération pilotée par Emmanuel Macron, une stabilité qui permet au chef de l'État de regagner en confiance. Alors, on ne le voit pas forcément dans les sondages d'opinion et les études d'opinion, mais on voit son statut qui était complètement décrié. Il était au bout du rouleau quasiment il y a un an, hein. Eh bien, avec, c'est vrai, peut-être qu'on va en parler avec, comment dire, l'actualité internationale, lui permet de regagner ce qu'on appelle l'effet drapeau en marketing politique, euh, une stature présidentielle qui, à mon sens, il avait perdu au cours de la dernière année. Alors, avant François Bayrou, il y a eu donc un homme politique quand même qui faisait la route, Michel Barnier, Mhm. Monsieur Brexit, enfin, qui s'est quand même sorti de situations très difficiles, hein, la sortie du Royaume-Uni, donc avec le Brexit et sa négociation par Michel Barnier, on faisait quand même un homme d'une envergure internationale. François Bayrou, aujourd'hui, on le voit, a dépassé en nombre de jours Michel Barnier. Comment vous expliquez que Michel Barnier, qui est pourtant pas voilà, un idéologue, ait pu, à un moment donné, effectivement échouer? Oui, mais il échoue parce que, vous le rappelez, hein, dans votre question, je pense que les éléments, on les a. Michel Barnier n'est pas un chef de parti. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une aura internationale. Et de fait, le président de la République, c'est son précaré. Donc, en fait, le président de la République, qu'est-ce qu'il souhaite? Il souhaite que quelqu'un qui s'occupe de l'interne. Et c'est comme ça que les institutions de la cinquième ont été bâties, en quelque sorte. C'est le chef de l'État, c'est le chef des armées. On est en guerre, pratiquement donc en Europe. Donc finalement, ça arrange tout le monde qu'il y ait un chef de parti qui s'occupe de la partie interne, qui s'appelle François Bayrou, qui a la confiance du chef de l'État, pas forcément Michel Barnier. Michel Barnier, c'est quelqu'un qui vient de la droite. Alors, on pourra dire que Emmanuel Macron, penche plutôt à droite, mais fondamentalement, c'est quelqu'un qui est quand même relativement au centre. Ils se connaissent très bien. On connaît très bien les liens entre François Bayrou et donc Emmanuel Macron. On pourra dire qu'en 2017,
Donc le premier nommé a aidé fortement le deuxième. Donc il y a un lien quasiment filial entre les deux. Il y a quasiment une génération d'écart aussi, il ne faut pas l'oublier. Et donc ce rapport, je dirais, a permis de stabiliser, selon moi, l'interne pour permettre au président de la République de s'occuper, et on le voit bien, eh bien, d'un point de vue géostratégique, géopolitique, d'essayer de parler d'égal à égal entre Trump et Poutine pour résoudre le problème en Ukraine. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même une situation complexe. Bon, il y a eu cette dissolution donc, en juillet 2025, avec une recomposition de l'Assemblée nationale. Mhm. Jusqu'à maintenant, il y avait toujours eu une majorité, même si elle était, on l'avait vu lors du premier mandat du président de la République Emmanuel Macron, donc plutôt relative. Aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, il y a trois blocs. Comment vous voyez cette évolution, sachant que en juillet 2025, Mhm. notre Constitution va permettre la dissolution? Comment Mhm. vous voyez la suite des événements? Moi, je pense que le président de la République, alors, j'étais un des seuls qui, au départ de la dissolution, considérait que la dissolution était plutôt à l'avantage du chef de l'État. Bon, il se trouve que les premiers mois ont été très mouvementés, mais pour moi, la solution pour Emmanuel Macron, c'était de dissoudre. Il ne pouvait pas continuer à faire comme si ne rien n'était. Et fatalement, cette dissolution, ben, qu'est-ce qu'elle a créé? Elle a ravivé, en quelque sorte, des batailles électorales intestines au parti. On le voit, donc alors peut-être qu'on va en parler après, mais c'est d'actualité quand même du côté du Rassemblement national. Une lutte qui est larvée entre Bardella et Marine Le Pen. LFI, il y a eu des départs, comme Ruffin par exemple, qui s'est dissocié du discours de Mélenchon. Finalement, Mélenchon, qui avait, disait-on, une porte ouverte, une autoroute lors de la dissolution, bah, finalement, on ne l'entend plus. On ne l'entend plus parce qu'il est aussi paralysé par je dirais, ses avis assez contradictoires vis-à-vis de la Russie. Il n'a pas trop de possibilités de s'exprimer puisque c'est quand même l'actualité internationale qui prime. On a du côté de la droite, eh bien, Retailleau et puis Wauquiez qui commencent à se mettre en opposition. Bref, à droite, au PS, Vallot, Olivier Faure, qui là pareil se lancent les deux dans la bataille des pseudo-primaires. Donc finalement, moi je pense que quand on va arriver au mois de juillet, et ça arrive très vite, celui qui aura récolté les fruits un petit peu de cette dissolution, finalement, d'un point de vue longitudinal, considérant que je parle là d'une année, ça sera Emmanuel Macron, qui redevient un petit peu le maître des horloges. Ça veut dire que, est-ce que vous voulez dire que, bon, en juillet, si le président de la République décide à nouveau de dissoudre l'Assemblée nationale, vous pensez que ces élections lui redonneront une majorité? Alors, moi, je pense que la clé, ça va être quand même ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, parce que ça ne déborde pas trop dans notre vie politique interne maintenant, aujourd'hui, mais ça pourrait l'être. Parce que si on voit que l'Europe, par exemple, est complètement exclue des négociations et que l'Ukraine, finalement, n'a pas trop son mot à dire face à l'agresseur qui est la Russie, je pense que ça peut avoir vraiment des conséquences dans la vie politique interne, chose qu'on ne voit pas aujourd'hui. Vous pensez que là, le président de la République, donc aujourd'hui Emmanuel Macron, hein, alors on voyait qu'à un moment donné, il inaugurait des musées, etc. Et puis bon, là, depuis l'arrivée de Donald Trump, hein, qui a euh, retiré plus ou moins son soutien, donc effectivement, à l'Ukraine, hein, qui à un moment donné donc, a arrêté notamment le renseignement dans la profondeur, hein, ce qui a considérablement gêné donc l'Ukraine. Et puis que là, d'un seul coup, l'Europe s'est positionnée comme étant un rempart. Vous pensez que le fait qu'Emmanuel Macron, qui aujourd'hui essaye de se présenter un peu en Europe ben, comme celui qui avait raison de dire il faut mettre en place une Mhm. défense européenne, que tous ces éléments-là, dans le cadre de la dissolution, ce sont des éléments positifs, confortants, qui vont lui permettre de pouvoir obtenir, alors pour peu qu'il y ait une dissolution en juillet, hein, on ne va pas jouer les Madame Irma, mais qui pourrait lui permettre donc d'obtenir une majorité jusqu'à la fin de son mandat?
Vous savez, quand vous regardez les autres pays européens, finalement, la France qui était, qu'on disait, assez faible, non, bah c'est renforcé, et notamment le pays qu'on pensait fort, c'est fragilisé, il s'appelle l'Allemagne. Et fatalement, je dirais, cet épisode a complètement rebattu les cartes d'un point de vue européen. Et finalement, Emmanuel Macron, pareil, qu'on disait très affaibli il y a un an, c'est, selon moi, complètement renforcé par cette case extérieure pour mieux revenir dans le jeu intérieur. Et je pense que cette dissolution était un mal nécessaire pour notre pays, j'allais dire, entre guillemets, mais surtout pour la situation du président de la République, qui, de toute manière, était complètement englué dans les échecs électoraux que l'on a vus l'année dernière. Donc, en marketing, on appelle ça la disruption, c'est-à-dire qu'il a tout fait éclater pour, en quelque sorte, essayer de recoller, mais avec le temps. Et la Ve République permet d'avoir ce temps. Et je pense que là, vraiment, Emmanuel Macron a joué finement donc sur cette stature qu'offre la Ve République au président de la République. Il redevient vraiment l'élément central. Tout à l'heure, vous parliez de la Sixième République. Ça fait des années qu'on en parle, hein, que des partis disent voilà, il faudrait passer à la Sixième République. Finalement, elle n'est pas si mal que ça, la Cinquième République. Elle traverse bien des épreuves. Elle a traversé la Covid. Mhm. On va prendre le mandat d'Emmanuel Macron. Elle a traversé la Covid. Elle a traversé donc le début de la guerre en Ukraine. Et donc la guerre en Ukraine. Le mouvement des Gilets jaunes. Mhm. Oui, bah Tout le monde annonçait sa démission lors du mouvement des Gilets jaunes, il est toujours là. Comment vous expliquez ça? C'est les institutions de la Ve République, vous pensez, qui finalement c'est comme la sont... Ve République, tout le monde le sait, le général de Gaulle, il en avait vu des pires que celles que vous venez de dire. Donc quand même, c'est quelqu'un qui a bâti et qui avait le sens de la stabilité politique. Parce que c'est vrai, alors, bon, je fais partie d'une génération, nous tous, dans ce studio, qui avons connu la stabilité. Mais moi, pardon de citer ma grand-mère, en plus c'était une fervente ici à Lourdes, ça a du sens pour moi. Ma découverte de Lourdes, pardon de parler c'est ma grand-mère, et ma grand-mère donc avait vécu le traumatisme de l'invasion allemande, et elle me disait toujours, mais ça peut revenir à tout moment. Alors que notre génération, bon, c'était un peu dans les livres qu'on pensait que la guerre allait revenir à nos portes. Et finalement, le général de Gaulle, il a vécu ça dans sa chair. Bon. Il est vécu de guerre en plus, on l'oublie souvent. Hein. La Première Guerre mondiale, Première où Guerre il mondiale, a combattu à Douaumont, où il est fait prisonnier. Voilà, et c'est un grand... Alors, il a l'expérience du feu et il a la sagesse de l'écrivain. Et donc, je pense que la Ve République, c'est le concentré de ces deux faits. C'est-à-dire qu'on a un idéal, les textes, les livres, voilà. Et puis, il y a le terrain qui fait que, ben oui, si c'est stable maintenant, malheureusement, il n'y a pas ce qu'on appelle en sciences politiques toujours l'homéostasie, c'est-à-dire le statu quo qui est assuré. Donc il faut absolument bâtir des institutions, ça sert à ça, qui permettent, quelles que soient les circonstances, les faits qui arrivent, et ça peut arriver de n'importe où, et bien qu'il y ait cette stabilité dans le temps. Pour qu'il y ait cette stabilité, vous parliez d'Allemagne tout à l'heure. Vous disiez qu'aujourd'hui, l'Allemagne, qui était donc l'élève fort de l'Europe, est devenue un peu l'élève faible. Bon, là, il y a eu de nouvelles élections. Olaf Scholz donc, est parti, donc il y a un nouveau chancelier qui est en train de composer donc, un gouvernement. Mais on sent qu'il a une vision complètement différente, même s'il est très attentiste. On sent bien qu'il est pour une défense européenne, qu'il se rapproche énormément d'Emmanuel Macron. On va revenir au général de Gaulle en 1963, quand il invite donc Konrad Adenauer, le chancelier de l'époque. C'est le seul homme politique à avoir été invité donc, dans sa maison à Colombey-les-Deux-Églises. De Gaulle rappelle dans ses mémoires que sa femme, au départ, refusait de recevoir donc Konrad Adenauer, en disant « je ne cuisinerai pas pour un moche ». Et il écrit dans ses mémoires « si je n'arrivais pas à convaincre ma femme, je savais que je n'arriverais pas à convaincre effectivement les Français ». Vous pensez qu'aujourd'hui, il faut qu'aussi le président de la République ait aussi un lien très fort avec l'Allemagne pour arriver à entraîner l'Europe, et que ces éléments-là vont lui donner une stature internationale, parce qu'on voit qu'il remonte dans les sondages,
qui va lui servir en interne? Vous savez, on a eu parlé de l'Allemagne, Angela Merkel, qui a été un peu le métronome de l'Europe, hein, quand elle était au fait de la puissance de l'Allemagne, hein, que ce soit économique et donc par la force des choses politique. Il se trouve que cette puissance économique, l'Allemagne est en train de la perdre, on le voit. Je ne parle pas c'est complètement conjoncturel, des mesures du côté donc des États-Unis où l'industrie allemande automobile va être impactée de plein fouet. Et Voilà, vous évoquez les droits de 25%, donc sur l'automobile, et voilà, notamment sur les exportations allemandes. Voilà. Donc là, ça va vraiment impacter en interne l'Allemagne, donc il va encore plus se fragiliser. Donc je ne pense pas que le ticket d'Emmanuel Macron soit forcément avec l'Allemagne. Moi, il y a un pays qui est en première loge de par sa situation géographique dans le conflit ukrainien. C'est la Pologne. C'est la Pologne. Et je pense que la Pologne, c'est un pays qui est stable. C'est un pays qui, économiquement, a pu très bien utiliser son entrée donc, en Europe. Et si on aide la Pologne, l'Allemagne, fatalement, les deux, on sera entre les deux, entre guillemets. Et là, on peut avoir un bloc, non plus un tandem, mais vraiment trois acteurs qui, au plus près de la menace russe, donc pourraient vraiment stabiliser cette nécessité d'Europe, parce qu'il y a une nécessité à vraiment avoir une existence. Et là encore, Général de Gaulle, qui permettait, vous avez parlé du Brexit, les Anglais, peut-être qu'ils vont revenir, hein, parce que s'il y a un bloc fort à trois États, il n'est pas impossible que l'Angleterre, qui, avec le Brexit, tout le monde le sait, on est un peu sorti, revienne déçu par les États-Unis, qui ne sont plus aussi avides à aider l'Europe, quoi, tout simplement. C'est très étonnant d'ailleurs actuellement parce qu'on voit le nouveau Premier ministre anglais, hein, Keir Starmer. On l'a vu venir à Paris, extrêmement proche effectivement du chef de l'État. Ça fait longtemps hein, qu'on n'avait pas vu un chef d'État anglais, un Premier ministre anglais, très proche d'un président de la République français. Là, et respectueux, parce que je rappelle que Johnson, pardon de couper Philippe, mais Johnson mettant les pieds sur la table dans le bureau de l'Élysée. Dans le bureau de l'Élysée, oui. Enfin, quelque chose de complètement saugrenu. Bon, bref. Là, on a quelqu'un de... Johnson. Ah, voilà, du Johnson. Johnson, ouais, voilà. Fait, Johnson, pur jus. Et donc là, on a effectivement quelqu'un qui est soucieux, parce qu'il voit vite... Il a compris un peu les limites également du Brexit et puis ses conséquences, quoi. Trop dépendant des États-Unis, ça fait que vous êtes pieds et mains liés à un État qui, il y a encore 3 mois, on ne parlait pas de ça, quoi. Mais change de tout au tout, enfin change du jour au lendemain même, est complètement instable. Comment on peut voir la suite? Parce que bon, on sait que le président de la République, de par la Constitution française, ne peut pas demander un 3e mandat. Alors, il pourra demander un 3e mandat, mais en 2032, c'est-à-dire après la prochaine élection présidentielle, mais bon, on peut difficilement croire à ça, mais entre les deux, il y a 2027-2032. Ça veut dire que là, il va y avoir un nouveau dirigeant. Vous évoquiez donc le fait de la Pologne, le fait que la Pologne, effectivement, qui est au contact de l'Ukraine et qui est au contact de l'Allemagne, pourrait constituer un axe, effectivement, Est-Ouest et Ouest-Est, hein, ça peut être valable dans les deux sens, qui serait extrêmement fort. Sauf qu'en fonction des résultats de l'élection présidentielle de 2027, on sent bien que dans les différents candidats, il y a des visions diamétralement opposées. Comment vous... Alors, il y a des visions. Alors, faut pas, à mon sens, faut vraiment distinguer le temps des campagnes et des postures et le temps de l'exercice du pouvoir. On peut très bien imaginer, par exemple, des personnes comme Mélenchon, comme Le Pen, des personnes aux extrêmes du pôle, qui, pendant le temps de la campagne, se disent ouvertement ou assez proches du Kremlin. Je prends des caricatures, volontairement. Et puis, à l'exercice du pouvoir, et c'est à cela que la Ve République, on y revient toujours, les institutions vont primer sur les individus. Et donc, les institutions vont assurer une permanence de l'existence de la France et de sa représentation. Donc, finalement, moi, je pense qu'il faut toujours se méfier. Il faut lui reconnaître ça, Trump,
il fait ce qu'il a dit. Oui, c'est vrai. C'est vrai On ne qu'il peut pas lui faut reprocher reconnaître ça, c'est vrai. voilà. Là, vous avez raison. Mais on est quand même dans une culture où, en France, on distingue vraiment le temps de la campagne le temps de l'exercice. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas, enfin, j'ose espérer, je touche du bois, il y en a ici, que, voilà, forcément, il n'y aura plus Macron. La personne qui prendra la suite, démocratiquement, mettra de l'eau dans son vin, comme on dit, par rapport à certaines postures purement électoralistes. Oui, mais ça, Diego Arrabal. Moi, il me semble qu'il y a quand même par rapport à ce que vous dites, il y a quand même un autre élément, c'est on parle d'une coalition de 3 États, la France, l'Allemagne, la Pologne, mais suivant le résultat de l'élection présidentielle en France, si c'est par exemple l'extrême droite, on peut avoir un autre type de liaison qui est celle avec l'Italie, la Hongrie et la France. Et donc, on n'est plus du tout dans quelque chose qui serait une continuité. On pourrait être là, amené à basculer en termes de soutien vis-à-vis de l'Ukraine, mais aussi en termes de position vis-à-vis de la Russie. Puisqu'on voit bien comment Orban, la Hongrie, ou Meloni en Italie, sont beaucoup plus proches de la Russie et de Poutine que les autres dirigeants. Donc on pourrait avoir un autre type de coalition. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je vais rester sur ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des postures électoralistes, c'est-à-dire effectivement une sorte de rapprochement entre la Hongrie, l'Italie et la France. Je parle dans la bouche de Marine Le Pen. Oui. Mais admettons qu'elle soit élue. Je pense que voilà, à partir du moment où elle est élue, la fin de la campagne, enfin, la récréation entre guillemets électoraliste est sifflée, c'est fini. Et là, elle endosse vraiment les habits du chef de l'État. Et je voyais Mélanie, vous citez Mélanie. Finalement, Mélanie, avant qu'elle soit élue, tout le monde disait voilà, ça va être une catastrophe, ça va être le retour de Mussolini. Bon, jusqu'à preuve du contraire. Et même sa vision vis-à-vis de l'Europe. Oui, mais voilà, elle a vraiment évolué dans le sens d'une stabilité. Qui était assez étonnant quand on voit le delta qu'il y a entre ce qu'elle avait Moi, je parle de delta entre... Après, je suis un Européen convaincu, donc j'espère que ma vision serait la bonne, mais je pense vraiment à cela, c'est que la fonction transforme les individus. Être chef de l'État, la 5e puissance mondiale avec le feu nucléaire, transforme les individus. Et vous voyez bien, on a parlé de dédiabolisation de Marine Le Pen. Alors, on peut penser que c'est du flanc, que c'est que du marketing, mais quelque part, si elle accède à l'Élysée, je pense que c'est quelqu'un qui va faire beaucoup le ménage, mais pas plus, pas moins que François Mitterrand quand il est arrivé à l'Élysée, quoi. C'est quelqu'un qui, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, mais c'est par exemple Jack Lang tutoyait, parce que c'était des camarades de parti, tutoyaient François Mitterrand, et François Mitterrand lui a dit, à partir de maintenant, je suis élu 10 mai 81, vous voyez. Je suis pas pour reprendre une phrase célèbre de François Hollande, je ne suis pas un président normal. Voilà, il n'y a pas de normalité quand on est chef de l'État et qu'on a la puissance de feu. Donc je pense que ce rapprochement idéologique, il est sous-jacent. Mais dans les faits, c'est quelque chose qui peut être vraiment restreint. Et je pense que cet axe dont on parlait il y a quelques instants, Pologne, Allemagne et France, peut être un axe fort. Et d'ailleurs, on le voit, hein, il y a un début de séparation dans les aides militaires entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord. Et la France, elle est au centre. Elle est au centre de ces deux sphères, Nord et Sud. Et je pense qu'elle peut vraiment, avec des personnes telles qu'Emmanuel Macron, être de nouveau le phare, la boussole dont on a vraiment la nécessité. À la semaine prochaine, Philippe Subercaz. À la semaine prochaine.